Bonjour. Donc, c'est toujours un plaisir de partager ces journées avec nos professeurs et nos chercheurs. Donc, l'objectif toujours, c'est d'échanger et de discuter autour de nouvelles technologies afin de partager les avancées dans le domaine de recherche et aussi côtoyer les industriels qui vont venir aujourd'hui et regarder comment nous pouvons appliquer ces résultats de recherche dans le domaine industriel. Donc, on va entamer notre matinée par une présentation. Donc, c'est un domaine très, très intéressant, animé par le professeur Mohamed El Hadi Bedoui. Donc, on lui souhaite le bienvenu, ainsi à professeur Madame Bedoui aussi. On a raté l'occasion de la programmer parmi nous, mais peut-être elle va nous donner quelques éclaircissements sur les domaines qu'elle, sur lesquels elle travaille. Donc, par la suite, on va leur poser beaucoup de questions. Donc, si Mohamed, مرحبا. Merci. Et pour cette présence assez importante au regard du fait qu'on commence à 9 heures. Donc, merci pour votre invitation. J'ai toujours le plaisir de me déplacer pour présenter les travaux de l'ensemble de l'équipe dont j'ai l'honneur de la coordonner. C'est le laboratoire technologie imagerie médicale de la faculté de médecine de Monastir et de l'université de Monastir. Quand on m'a contacté pour présenter ces travaux, je me suis dit, je vais concocter quelques travaux originaux de notre laboratoire. Permettez-moi de commencer par introduire ce groupe de recherche qui est formé à peu près maintenant de 90 personnes, dont 54 permanents. Sur les 54 permanents, il y a une vingtaine de médecins cliniciens et les autres sont issus de domaines différents. Cette interactivité a permis une productivité relativement importante, puisqu'on est maintenant à un article par semaine et un article 15. Les moyens qui sont alloués à ce laboratoire, c'est pratiquement les mêmes ordres que tous les laboratoires qui sont similaires, que ce soit en nombre ou bien en production en Tunisie. Nos ressources complémentaires viennent du fait que nous sommes associés à d'autres laboratoires qui sont installés dans les services de médecine, ce qui nous permet d'alléger un peu la pression de demande pour entretenir ce groupe qui est assez nombreux relativement aux moyens qui nous sont accordés. Alors, pour atteindre nos objectifs, 4 projets, puisqu'on était amené à choisir quelques axes prioritaires. Donc, on a choisi 4 projets. Les projets, parce que la demande elle est énorme, hein, puisque nos relations font qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, le premier projet qui est le plus ancien aussi, c'est le projet Cœur et Vaisseau. Et là, on s'intéresse à la modélisation de la fonction cardiaque et la relation avec l'irrigation et les lits vasculaires et tout ce qui est circulation primaire et secondaire. Dans le deuxième projet, on s'intéresse au cerveau. Là aussi, on s'intéresse à tout ce qui est maladie cérébrale plutôt, maladie dégénérative ou bien maladie classique, cancer, etc. Et puis, il y a une composante importante, c'est l'imagerie rétinienne, qui est quelque chose qui prend beaucoup de place chez nous, puisqu'on considère que l'œil est la première ou bien le premier portail du cerveau. Le troisième projet, qui est né à peu près il y a 7 ans, c'est tout ce qui est troubles musculo-squelettiques. En fait, on s'intéresse beaucoup à la fonction ou bien au mouvement associé à la nature, au squelette et associé aussi à la charpente musculaire qui l'entoure. Ce projet draine beaucoup d'intérêt parce que actuellement les maladies de ce type se développent très vite en Tunisie et qui sont liées surtout aux travaux postés. Et nous, on a beaucoup de travaux postés dans notre région, surtout textiles et autres,
qui fait que les troubles musculo-squelettiques qui sont dus à des mouvements répétés dans le temps, des ouvriers ou des ouvrières surtout, de ce fait que cette maladie a généré un besoin important. Le quatrième projet ou bien thématique que nous développons depuis longtemps aussi, depuis le début, c'est les systèmes embarqués. Parce que, en fait, on s'est aperçu que nous sommes redevables d'avoir un retour aux cliniciens et ce retour se fait selon des prototypes pour essayer de valider nos concepts et d'avoir une mise en œuvre clinique. Les systèmes embarqués, c'est toujours un peu tout ce qu'algorithme qu'on développe, on essaye de l'implémenter, de les accélérer, de le rendre un peu fiable. Alors, pour atteindre les objectifs A, il y a une composante que j'aimerais bien ajouter, c'est une composante de médecine préventive. Ce sont les gens qui font de l'épidémiologie. Et c'est les collègues, ils sont à peu près au nombre de 4, ce sont des médecins qui drainent beaucoup de bases de données pour nous. Et d'ailleurs, le choix que je vais présenter aujourd'hui, je vais insister un peu sur la connaissance, le savoir et un peu d'IA et après de l'IoT au regard de programmes qui m'a été adressé. Donc, les collègues de médecine préventive, ce sont des gens qui nous permettent en fait de collecter facilement, entre guillemets, des données. D'accord? Alors, les points forts que nous avons depuis à peu près 6 ans, les moyens que nous avons disposés, nous avons créé des centres d'excellence. Ils sont au nombre de 3. Il y en a d'autres à la faculté. Nous, on porte spécialement ces 3 centres d'excellence. Le premier centre, c'est un centre sommeil et vigilance. Je pourrais ajouter, en fait, le fait que ce centre-là, il est aussi unique parce que il nous permet d'assurer une évaluation, une quantification réelle de tout ce qui est aptitude lors de tâches postées, et puis d'analyser le sommeil qui est une maladie, pourquoi pas, je dirais pas que le sommeil est une maladie, mais je dirais que toutes les maladies chroniques aboutissent à une désynchronisation de notre sommeil. Donc c'est quelque chose qui est très important dans le domaine médical. Et après, il y a la vigilance chez les conducteurs et la vigilance chez les gens qui assurent une tâche qui est assez imposante et qui nécessite beaucoup d'attention. D'ailleurs, le terme attention, il est important aussi. Le deuxième centre, c'est le centre de biomécanique, bien le premier. Ça, c'est un centre qui est formé par une salle assez importante avec un stabilomètre dynamique qui analyse les mouvements et qui est couplé à 8 ou maintenant 11 caméras qui essayent d'analyser la qualité du mouvement et dégager des caractéristiques pour suivre les thérapies pour les gens qui sont handicapés par des maladies de type arthrose ou bien des accidents vasculaires qui donnent naissance à des handicaps, etc. Le troisième centre, c'est un centre qui est fait avec nos moyens de bord. C'est un centre de calcul qui permet en fait d'héberger l'ensemble des applications et que cet ensemble d'applications, il est accessible actuellement seulement par les professionnels et que le besoin a été très pressant, surtout dans la partie Covid, où on était amené à développer quelques applications qui facilitent le calcul de taux d'infection, surtout pour les établissements sanitaires qui n'avaient pas beaucoup de compétences pour assurer et pour donner des informations de ce type. Ce cloud qui est attaché à ce centre de calcul aussi permet de sauvegarder nos données en respectant l'ensemble d'éthique et la protection des données individuelles. C'est pour cela qu'on a choisi de l'héberger à travers le CCK pour essayer d'avoir un peu une certaine labellisation et avoir la confiance des gens qui nous donnent ou bien qui enrichissent nos bases de données. À ce stade, je pense que ce centre mériterait beaucoup de professionnalisme. C'est pour cela qu'on est en relation avec quelques startups ou bien quelques développeurs pour essayer de donner de la sécurité, premièrement, parce qu'il y a une partie identification
des personnes, parce qu'il y a des médecins récurrents qui demandent l'expertise et d'autres médecins experts, donc la mise en relation entre les deux et la véhiculation et la communication des données est quelque chose d'important, qu'elle soit sécurisée et confiante. Pour aujourd'hui, j'ai voulu, j'ai choisi quelques applications qui font appel à l'IA et à l'utilisation de l'IoT. Je me suis permis de m'inspirer d'une affiche des années 86. C'est une affiche que j'ai trouvée sur le net. Hein. Donc, je connais quelques-uns, je ne suis pas aussi vieux, mais qui ont, en 1986, mis sur place un colloque d'intelligence artificielle en Tunisie. C'était, je pense, dans le cadre de projet STIC ou, je ne sais pas, IRIA, Tunisie, dans les années 90, etc. Alors, pourquoi j'ai choisi cette affiche? C'est pas pour dire que les Tunisiens, on faisait toujours de l'intelligence artificielle, non. C'est pour dire que l'intelligence artificielle, elle était existante dans tous les travaux, dans toutes les communautés, et que cette intelligence artificielle a pris de l'essor parce que on a la possibilité maintenant de partager la connaissance. C'est-à-dire que l'essor important qu'elle a vu, c'est parce que maintenant, les gens partagent la connaissance, parce que la connaissance, elle est devenue facilement partageable, entre guillemets, puisqu'elle est numérique. Et puis, il y a aussi tout ce qui est puissance de calcul qui s'est améliorée derrière. Le premier terme que j'ai voulu insister, c'est que nous devons partager. Ce qui est très difficile en Tunisie, je l'avoue, parce que les choses de deux côtés, du demandeur et de celui qui met et qui partage, il y a un problème. Il y a un problème de confiance, il y a beaucoup de choses, mais notre avenir dans ce domaine passe nécessairement par le partage. Et le partage pourrait se faire avec confiance ou non, selon des normes et selon des conventions. Je pense que ce terme-là devait être un des termes qui doit prendre de l'importance et que les gens doivent se réunir autour de table et de décider comment échanger dans un cadre conventionné et chacun il sait quel est le devoir et leur obligation et qu'est-ce qu'il a comme retour à faire. Donc, il y a l'évolution algorithmique. Tout le monde a la possibilité d'intégrer, de faire évoluer des algorithmes selon leurs compétences, selon leur domaine. Et il y a le troisième terme, c'est que maintenant, on peut acheter des machines qui sont, même les machines qui sont destinées par le jeu, peuvent faire l'affaire puisqu'il y a des cartes graphiques qui sont avec un nombre de cœurs de processeurs assez important qui permettent d'accélérer nos calculs. Alors, le premier exemple que je ne vais pas trop détailler, c'est dans le thème cœur et vaisseau. J'ai ici projeté une photo pour essayer de vous rappeler que le cœur il est formé nécessairement par deux ventricules. Un ventricule gauche et un ventricule droit. Le ventricule gauche, il est à droite sur cette... il est là. Bon, j'ai choisi, il est là. Le ventricule droit, il est là. Pourquoi j'ai choisi cette photo? Pour vous dire que la majorité des connaissances partagées, c'est que le cœur, il est formé par le ventricule gauche. C'est celui qui fait l'activité la plus importante, qui est l'activité pompe du cœur. Et que le ventricule droit n'a pas eu l'intérêt important qu'il devait avoir, et d'ailleurs, il est méconnaissant. Le ventricule droit aussi, il se contracte, mais il assure seulement quand le sang revient du système veineux à travers, je ne vais pas entrer dans, le sang veineux, il est pauvre en oxygène, puisqu'il a déposé son oxygène dans toutes les structures. Il entre dans cette cavité ventriculaire droite et qui va le projeter dans le poumon à travers le tronc pulmonaire pour qu'il puisse être réenrichi avec l'oxygène. La contraction de ce ventricule droit n'est pas très importante. Et d'ailleurs, ça se voit
dans l'épaisseur. L'épaisseur de paroi, elle est moins importante que l'épaisseur du ventricule gauche qui, lui, pompe vraiment le sang qui est devenu oxygéné pour qu'il puisse répartir dans la circulation primaire. Donc, cela nous a amené à nous intéresser au ventricule droit. Pourquoi? Pour avoir une certaine transition. Parce que ce n'est pas les bases de données, si on va entrer en concurrence avec les Américains et les Chinois, vraiment, on aura beaucoup de mal à avoir des bases de données qui sont intéressantes pour nous. C'est pour cela qu'on a cherché toujours, depuis 6 ou 7 ans, on a commencé à créer des bases de données spécifiques à notre laboratoire, à choisir la connaissance là où on peut être singulier ou bien là où on peut se différencier. De ce fait qu'on s'est intéressé au ventricule droit parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui s'y intéresse. Mais après, depuis 5 ou 6 ans, on a commencé à collecter des bases de données de ce type qui consistent alors à avoir des patients avec de l'imagerie IRM. L'imagerie IRM, elle est cinétique dite ciné puisque en plus elle intègre le 4D, c'est-à-dire le mouvement, en plus du 3D. Elle consiste à avoir des coupes. J'ai présenté un ensemble de coupes dans le petit axe qui vont de l'apex à la base. Et puis, on a continué, on sélectionne les coupes et on fait tout ce qui est classique. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce qui est classique? La segmentation, etc. Alors, quelle est l'innovation dans cette affaire? C'est que si on serait intéressé au ventricule gauche, on aura beaucoup de concurrence. Mais comme on s'est intéressé au ventricule droit qui est pas très bien connu, et cette base de données a trouvé l'intérêt et elle est pratiquement unique. Qu'est-ce qu'on a fait dedans? On a intégré sur le modèle 3D le mouvement et on a commencé à analyser les fractions d'éjection dans 2 moments principaux, c'est-à-dire quand le cœur est bien dilaté, c'est-à-dire quand il est plein de sang, que ce soit en ventricule droit ou bien en ventricule gauche, pour avoir une meilleure caractérisation entre le moment qui s'appelle diastolique, diastolique et systolique. Vous voyez que dans la diastole, le cœur il est plein. Dans la systole, le cœur il est vide. D'accord? La systole, pour vous dire, c'est le pic dans le CG. D'accord? Là, le cœur, il pompe le sang pour qu'il irrigue la circulation. Ce qui est important ici, nous, on s'est amusé au départ à calculer les fractions, les fonctions et les paramètres classiques. L'un des paramètres classiques, c'est la fraction d'éjection cardiaque qui caractérise l'élasticité des parois. D'accord? Mais après, l'intérêt qui était porté par cette application, c'est que c'est pas en fait la contractilité du ventricule droit, mais plutôt la pression du ventricule droit qu'il exerce sur le poumon ou bien sur l'autre structure. Donc, après, on s'est intéressé à l'analyse de la forme. Donc, c'est pas vraiment comme le ventricule gauche. Le ventricule droit, il amène des pathologies par la façon avec laquelle il se développe structurellement et il va pousser quelques organes et qui les empêcherait de faire leur activité à laquelle ils sont destinés. Ce thème il est porté par notre collègue Ramzi Mahmoudi qui travaille sur ça depuis à peu près 10 ans. Alors, quelle est l'originalité maintenant de notre rapport? La première originalité que je vous dis, c'est la base de données. On a montré ici que, premièrement, quand on a demandé à nos experts, en fait, il y a 3 experts qui ont été sollicités, 2 experts cliniciens et un 3e expert qui n'est pas clinicien, mais qui a appris avec eux à segmenter le ventricule droit. Nous avons remarqué que quand on fait la différence entre les experts, le taux de réussite reste inférieur à 90%. Si on utilise le DICE comme marqueur. D'accord? Ça veut dire que les experts eux-mêmes n'ont pas la fiabilité nécessaire parce que c'est une structure qui n'est pas bien connue. Bon, parfois, il vaut mieux utiliser un autre terme, c'est-à-dire que les experts ne peuvent pas apporter la réponse exacte pour ne pas choquer les gens.
Mais la réalité, c'est que quand on fait de l'intelligence artificielle, on a l'impression qu'on devait toujours se référer par rapport à un étiquetage, par rapport à une réalité de terrain. Mais dans le domaine de médecine, la réalité de terrain elle-même, elle est douteuse. Et elle est plus ou moins différente d'une personne à une autre. Donc, ce qu'on a montré sur cet ensemble de, en fait, nous sommes à 450 ou 467 patients maintenant, d'accord? Sur ce que je présente ici, c'est 400 patients seulement, dont 200 qui ont été étiquetés et 150 qui ne sont pas étiquetés. Et on a laissé 50 qui sont étiquetés pour la validation après. Cette base, elle est privée, c'est-à-dire elle est la nôtre, mais comme on l'a publiée dans un journal qui est spécialiste dans le domaine, parce qu'il y a beaucoup de journaux maintenant qui s'intéressent aux bases de données et qui sont un impact factor qui est important. Donc, on était amené par contrat à mettre sur le net à peu près 10% de cette base de données pour que les gens puissent consulter et travailler et nous retourner leurs résultats. Alors, donc, vous remarquez ici que cette structure, elle était très différente d'un patient à un autre et d'une forme qui est triangulaire qui va vers le rectangulaire selon la position. Et quand il y a une pathologie, elle devient soit elle s'amincit, soit elle s'hypertrophie. D'accord? Donc, le premier résultat que je présente, c'est que nous, on a l'aptitude de se différencier par rapport aux autres en créant nos bases de données et que, en plus, ces bases de données sont spécifiques à notre environnement. D'accord? Alors, dans la continuité, et comme c'est devenu un travail qui est assez lourd à faire une segmentation automatique, on a développé une méthode originale pour segmenter automatiquement ces images du ventricule droit. Le nombre d'images, il est énorme parce qu'en fait, à peu près pour chaque patient, on a, je ne sais pas, 23 ciné fois 23 fois 20 ans, à peu près 400 images par patient. Hein. D'accord? Donc, on ne peut pas continuer à demander de l'étiquetage manuel. De ce fait, on a développé quelque chose d'original qui consiste à proposer une architecture deep learning qui est validée sur le groupe d'images qui est étiqueté, puis on en ramène des images non étiquetées qu'on introduit dans l'architecture contrôlée par celle-là, et puis on fait des variations géométriques, et pour chaque proposition pour la même image, on calcule la segmentation, et puis on fait la différence, l'incertitude entre les différentes images segmentées automatiquement, et on choisit l'image qui est à moindre incertitude ou bien à moindre erreur, et on considère que c'est ça l'image qui représente l'image d'entrée. C'est-à-dire que l'image d'entrée non étiquetée va être proposée, segmentée, et puis on lui applique des transformations géométriques, et aussi on peut faire varier les architectures du système qui segmente. Et après, on choisit l'image segmentée qui présenterait le moindre décalage par rapport aux autres, c'est-à-dire qui peut être déclaré comme étant représentatif de tout l'ensemble des images segmentées. Et après, on ajoute cette nouvelle image pour la base de données et elle sera étiquetée. Ce travail aussi a été publié. Alors, dans la continuité, puisque c'est un thème, d'accord? Le cœur il est formé par les muscles, il assure une fonction, mais il est irrigué. Et les pathologies peuvent être soit de type morphologique, c'est-à-dire de type anatomique, si on veut dire, soit de type fonctionnel, et cette fonction peut être induite aussi par une mauvaise irrigation. Pour cela, à ce couple, on a ajouté, à ces données-là, on a ajouté l'information vasculaire, c'est-à-dire le lit vasculaire. Pour réussir à avoir cette information, nous avons utilisé des données angiographiques, c'est-à-dire qu'on a regardé, suite à l'injection d'un produit iodé, le vaisseau qui englobe le cœur. Pour cela, on a pris des projections différentes, à d'angles différents, d'accord? Différentes projections, on a fait des sélections d'images d'intérêt, et puis on a fait des segmentations de type multi-échelle, etc. Et qu'on a fait
l'extraction de l'arbre vasculaire et puis on a fait la reconstruction de l'arbre vasculaire en 3D méché, c'est-à-dire que tous les artères sont définies par leur épaisseur et par leur dimension depuis la base jusqu'à l'apex. Cet arbre vasculaire sera après monté sur le résultat qu'on a obtenu, c'est-à-dire le résultat de morphologique 3D. Ce qui nous permet après d'avoir, cela a été publié aussi. Alors, l'intérêt maintenant, c'est de faire circuler du sang à l'intérieur de cet arbre vasculaire. Et là, on est passé à un autre domaine qui est le domaine de modélisation sanguine ou bien l'hémodynamique. D'accord? Et on utilise pour ça quelques logiciels qui sont accessibles, que ce soit OpenForm ou bien d'autres logiciels de type ANSYS. Et là, on fait circuler le courant. Excusez-moi. On fait circuler le sang. Et quand on circule le sang, on remarque, pour les gens qui se rappellent un peu, que quand il y a une sténose, c'est-à-dire quand il y a une obstruction au niveau des artères, il y a alors rétrécissement de la surface. Et si je vous rappelle que la relation du débit Q est égale à S fois V, pour conserver le débit constant, quand la surface elle diminue, la vitesse elle augmente. Et quand la vitesse elle augmente, elle devient turbulente. Et quand elle devient turbulente, elle risque de devenir inversée, c'est-à-dire à la place d'irriguer le cerveau, on aura un retour vers l'arrière. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est d'aller estimer le résultat de l'existence de ces sténoses-là. Alors, cela a été aussi validé par un travail intéressant puisque on a pu même, je vais ouvrir une petite fenêtre, quand quelqu'un se présente, quand un patient se présente, ça veut dire qu'il a un problème. Le plus important de savoir avant le problème comment il était. Et nous, à travers ce travail, on a pu proposer une méthode qu'à travers la connaissance du méchage et de la sténose, on enlève d'une façon numérique la sténose et on reconduit le son et on regarde le rapport entre le son avant qu'il ait atteint et après qu'il ait atteint. Pour regarder l'influence de la sténose. Il se peut que la sténose n'a pas beaucoup d'influence sur l'irrigation sanguine, mais il vaut mieux la laisser tranquille que d'aller essayer de la déboucher. Parce qu'on débouche, quand on débouche, et là je vais vous présenter une vidéo qui n'est pas la nôtre, mais que je trouve intéressante. Vous voyez, quand on débouche une artère, et là les sténoses sont jaunes, et quand on débouche avec un cathéter et après on essaye de le retirer, quand on le retire, il y aura, vous allez voir, des fragments de la sténose qui vont être déversés dans la circulation sanguine. Ces fragments eux-mêmes peuvent aller boucher d'autres structures et que la personne a l'impression qu'elle a réussi son acte, mais que le patient, après sa sortie, le premier escalier, il développe une ischémie ou bien un accident vasculaire cardiaque. De ce fait, nous, on a dit aux gens, à la place de traiter, il vaut mieux, parce que quand est-ce qu'on traite actuellement? Le clinicien, il mesure la surface, il dit quand l'obstruction elle est supérieure à 70% selon les équipes, il faut intervenir, soit poser un cintre ou bien soit faire un ligament, etc. Mais nous, on leur dit, attention, c'est pas toujours une sténose, il faut parfois ne pas toucher, il faut essayer de regarder l'influence sur la circulation sanguine, ce qui est plus important. Ce travail aussi a été porté par madame qui est responsable sur cette branche, donc, et a donné beaucoup de résultats et on espère en continuer. Dans le même sens, il y a la demande de beaucoup de collègues qui font des greffes, et surtout les greffes hépatiques, puisqu'à Monastir, on fait beaucoup de greffes pour les enfants. D'accord, greffe de foie pour les enfants. La demande, au départ, c'est d'essayer de connaître la circulation veineuse, parce que les gens, dans les publications, ils connaissent bien la circulation artérielle, parce que le cœur, il pousse le sang. On sait pourquoi le sang part du cœur vers la circulation principale, c'est parce qu'il y a la pompe cardiaque. Mais le retour veineux,
il se fait par un système qui est très ingénieux, qui consiste à avoir des clampes qui s'ouvrent et qui se ferment. Et quand on est en train de marcher, il s'ouvre pour laisser le sang remonter et après il se ferme. D'accord? Donc la circulation veineuse, elle n'est pas bien connue. Nous, on a travaillé alors dans ce sens. Bon, on n'a pas eu beaucoup de publications, une seule, parce que vraiment, c'est des choses qui sont mal acceptées, en fait, surtout par les spécialistes. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire pour la circulation veineuse? Pourquoi? Pourquoi la circulation veineuse? C'est parce que les veines, notre usine, qui est le foie, qui est bien irrigué, il coupe les deux. Il prend les veines, la circulation, le sang veineux, et il prend aussi le sang artériel. D'accord? Donc là, on a proposé des études qui permettent de modéliser cette circulation veineuse. Pourquoi alors? Quel objectif clinique? C'est pour améliorer leur anastémose. Parce que quand on fait la greffe, ils sont en train de coudre les artères et coudre les veines pour qu'on assure la continuité de la circulation sanguine. Quand on lève une partie ou bien un organe et on remet un autre, il faut essayer de coudre. Et là, la modélisation leur a permis de dire, voilà, quelle est la façon avec laquelle je vais présenter l'artère par rapport à l'autre et comment je dois coudre. Est-ce que la dimension de 1 cm ou 3 cm suffirait, etc. Nous avons essayé avec eux d'apporter quelques éléments. Donc, pour fermer ce volet, l'originalité de ce qu'on est en train de faire, surtout en utilisation d'IA, c'est qu'on a choisi de collecter des données qui sont très spécifiques et qui n'existent pas par ailleurs. C'est pour cela que les choses pour nous sur quelques thématiques sont plus faciles à publier que d'autres thématiques. Alors, permettez-moi maintenant de passer à un deuxième, et là, je ne vais pas trop m'attarder parce que vraiment, il lui faut beaucoup de temps. C'est une approche qui intègre un appareil, un dispositif optique couplé à un smartphone et qui permet alors de faire l'acquisition du fond d'œil. Le fond d'œil, pourquoi nous avons commencé à faire ça? Parce que premièrement, la demande, elle est énorme. C'est-à-dire que je ne parle pas en Tunisie parce qu'il y a beaucoup de méconnaissance même pour nous, des informations relatives à la demande et à l'éloignement des rendez-vous. Par exemple, en France, il y a des rendez-vous de 3 mois à 4 mois pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo, même si vous payez. D'accord? De même chez nous, donc on a pensé à rendre cette approche de dépistage peut être faite par un appareil qui n'est pas trop cher et qui est portable et qui peut être utilisé même par des gens qui ne sont pas spécialistes. Et là, d'ailleurs, on l'a donné cet appareil à des hôpitaux de périphérique de première ligne, Bimbla, maintenant à Moklin, Golba, et d'ailleurs, ça commence à avoir un réseau maghrébin, je vais en parler tout à l'heure. Donc l'idée, quoi, c'est de faciliter l'acquisition de ce fond d'œil avec un appareil que même si la qualité de l'image obtenue n'est pas de l'excellence d'un rétinographe classique, mais on fait beaucoup d'études de traitement d'image et d'IA après pour décider et on fait des atteintes qui sont de faibles, des atteintes, comment dirais-je, on déclare que le patient n'est pas atteint, ou bien moyennement atteint et on lui conseille de prendre un rendez-vous d'ici 6 mois, ou bien il y a une sévérité d'atteinte et on lui donne la priorité de prendre un rendez-vous dans un service hospitalier. Tout cela se fait à travers le smartphone qui va calculer en temps réel ou bien envoyer au cloud, parce qu'on a deux versions, une version qui est implémentée sur l'Android. Voilà, on utilise seulement des iPhones, donc c'est un peu plus compliqué. Mais dans la nouvelle version, on est en train de passer à un smartphone qui est classique pour essayer de rendre les choses de plus en plus, disons, populaires ou bien accessibles. D'accord? Parce que l'accessibilité est l'un des critères de la bonne qualité de soins. D'accord? Alors, donc, on fait l'acquisition
de fond d'œil, on l'envoie au cloud, on fait des petits calculs, on réadresse rapidement un petit rapport. Ce n'est pas une décision clinique, hein. C'est une décision de lui donner ou non une priorité de prise en charge. D'accord? Ce travail-là a bénéficié de quelques moyens de projet. Et là, nous avons un réseau qui passe par l'Algérie, le PS au Maroc, et puis il y a aussi une utilisation au Bénin à travers un cabinet privé. Aussi en France, on a un groupe avec qui on travaille, mais le déploiement chez eux n'est pas encore réalisé. D'accord? Alors aussi, il y a plein de publications dans ce domaine. Et puis, nous avons une base de données aussi unique, puisque c'est une base par smartphone sur laquelle on a fait des traitements. Elle est formée à peu près de 400 patients et qui sont répartis entre la Tunisie et le Maroc pour le moment, parce que les collègues de Beskra n'ont pas encore acheté le même dispositif pour essayer d'intégrer leur base de données. Et puis, ce travail est porté par notre collègue Yar Beloumi, qui est maître assistant en informatique, aussi s'améliorer. Alors, là, on n'a pas beaucoup de résultats, mais on est sur la route d'être, puisqu'on a commencé à collecter des données et trouver notre position, parce que c'est un domaine qui est très mainmise par les gens de biomécanique. Nous, on ne va pas contester leur savoir, leurs compétences, mais on vient avec notre vision. Et l'idée étant, je ne sais pas si vous me permettez. Donc ici, on regarde un peu. L'idée principale, c'est d'essayer de suivre les gestes et de calculer les angulations, nombre de fois que le geste est réalisé et l'étendue de l'angle en fonction de l'âge et en fonction de l'ancienneté dans le poste. Et d'ailleurs, avec les collègues de médecine de travail, qui eux le demandèrent de ce travail, on conseille parfois de changer, de faire la rotation dans une fabrique de textile pour leur dire il faut que cette dame ne continue pas à travailler, à faire le repassage, elle doit passer à autre chose, sinon elle va développer une maladie dite trouble musculo-squelettique singulier ou bien multiple. Et c'est vraiment une maladie qui est très handicapante. D'accord? Et leurs prises en charge, ils sont assez courts. Alors, donc, je ne vais pas détailler. Et maintenant, permettez-moi de vous présenter mon avis. Parce que là, depuis quelque temps, on parle beaucoup de médecine de précision. Depuis 6 mois. Nous, on parle de ça, de médecine de personnalisée, depuis à peu près, je ne sais pas combien de temps. L'idée, en fait, est qu'en médecine, c'est une science qui se base sur les statistiques. Et qu'on se dit, voilà, quelqu'un qui a des données X, il est dans une courbe gaussienne et que cette courbe, il est dans la moyenne ou non. S'il est inférieur à la moyenne, ça veut dire qu'il a un problème. S'il est de loin supérieur à la moyenne, ça veut dire qu'il a un problème ou qu'il y a une prise en charge. Et que la prise en charge, en fait, elle est spécifique. Il y a des protocoles qui sont déjà ses gènes lui permettent, comme son hygiène alimentaire lui permet, ça veut dire qu'il faut en tenir compte de son environnement et de son génétique. D'accord? Pour cela, j'ai choisi, ou bien depuis quelque temps, j'ai choisi cette diapositive pour la présenter. Là, c'est une mammographie, c'est une image mammographie d'une patiente qui a développé un instant T0, un cancer de sein, qui là, l'exemple qui est choisi, c'est une microcalcification. Certainement, il y a des gens qui travaillent dans cette sol sur ce. La question qui se pose pour moi, à l'instant T0 où la mammographie a été obtenue avec la déclaration qu'il y a un cancer de sein, est-ce que cette dame, si elle s'est présentée avant une année ou bien avec 2 ans,
et qu'elle a fait une mammographie, que la mammographie n'a pas été concluante et qui n'a pas permis de prédire l'existence de cette microcalcification. Et là, nous avons, avec un groupe, commencé à poser des questions. Alors, quelles sont les questions? Quel formalisme mathématique qu'on aurait dû utiliser pour analyser cette image en ensemble T ou T', qui aurait pu prédire le développement du concept? Et ça, c'est vraiment une amélioration importante. Et d'ailleurs, en Tunisie, puisque la stratégie sanitaire chez nous, à partir d'un certain âge, je ne suis pas en train de dénigrer encore les travaux des gens qui font de la segmentation statique, etc. C'est des travaux intéressants et qui doivent continuer. Mais il n'y a pas de création du savoir. Le plus important pour nous, c'est de savoir, c'est d'avoir de la connaissance qui améliore le pronostic. C'est pour cela que j'insiste sur la personnalisation et la prédiction. Si par malheur maintenant que la dame elle a développé cette atteinte cancéreuse, qu'est-ce qu'on peut apporter pour lui? Et là, on est un peu, comment dirais-je, on n'est pas vraiment créateur, mais on s'est dit, s'il y a 20 molécules qui sont possibles pour traiter ce cancer, quelle est la molécule la meilleure pour cette patient? Pour cela, on a commencé aussi à développer des outils IA qui permettraient, en injectant des données supplémentaires, de savoir quelle est la molécule la plus performante pour cette patient. Et là, pour optimiser la thérapie et la prise en charge. Donc, il y a plein de questions. Quelle est la dose? Quelle est la molécule? Comment différencier la nature de l'anomalie du point de vue nodule? Les bases de données. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On sait, comme notre base des gens avec une histoire de radiologie avant atteint ça c'est pour vraiment pour l'exposer. On a développé un CNN rapidement et on a dit quel est le quelle couche intéressante à analyser. Entre ces deux couches, on a fait un calcul simple. Une structure ou bien un tissu dense, hétérogène,
et qui a bénéficié d'une incidence oblique si je dis quelque chose, je parle sous ton regard. Donc, il faut m'arrêter. D'accord? Donc, ici, il y a 32 ici et 32 là. Et ça, c'est le résultat de la patiente atteinte. Hein. C'est un premier résultat. Il y a plein de résultats. Et qu'est-ce qu'on s'est mis d'accord après? Voilà, on a mis les résultats selon la différence les plus importantes entre c'était artificiel, je l'ai mis, et on a fait le nouveau calcul et on a trouvé sont plutôt des calculs plus compliqués. D'accord? Alors, voilà, on s'est dit quelle est la région de chercher quelle information pertinente qui était en 2018 et qui n'était pas lisible. Alors, on a trouvé, on a pris développé des microcalcifications, mais plutôt des nodules importants. Je vais commencer à analyser ce qu'on est en train de faire avec nos collègues radiologues. C'est pour vous dire que maintenant, on a remarqué que ça donc, ça veut dire qu'on est en train de regarder comment la masse, elle s'est déplacée d'une isotropie de la cartographie vers une centralisation autour du nodule. Et c'est là on est en train de faire un peu d'entropie, un peu d'analyse multifractale dans le sens, etc. Il y a beaucoup de résultats dans ce sens et j'avoue que nous-mêmes, on va utiliser une autre méthode IA pour comprendre comment dépouiller les résultats et avoir un fil conducteur entre l'évolution quand la dame elle était sans atteinte et la dame après qui atteint. Alors, donc, le but, il est clair. Voilà.
prévenir les crises par injection de neurotransmetteurs de type GABA, c'est une molécule connue, ou bien envoyer des stimulus. Et voilà le développement des gens de la société canadienne qui a aussi une filière à Marseille. Alors, permettez-moi de vous rappeler que la décharge, un signal électrique EEG, a différentes formes selon les conditions du patient. Il peut être normal avec, dans tout ce qui est interactal, entre deux crises, et qui est préictal, c'est-à-dire juste avant la crise, ou bien ectal, c'est-à-dire pendant la crise, et post-ectal après la crise. Vous voyez, moi j'ai essayé de simplifier les choses. Hein. Voilà, ils ne me gênent pas parce que je considère qu'ils sont intéressés et discutent entre eux. Mais merci pour l'intervention. Continuez à discuter. Alors, ici, nous avons, j'ai schématisé quelque chose pour essayer de simplifier les choses. Mais ce n'est pas aussi simple. Ça veut dire que la différence entre un signal avant la crise et pendant la crise n'est pas aussi lisible et claire qu'elle paraît sur cette diapo. D'accord? Alors, nous nous sommes intéressés à cela, donc voilà, nous avons adopté un modèle qui n'est pas le nôtre, c'est le modèle VAR qui consiste à utiliser l'histoire du signal pour développer ou bien pour générer son devenir. D'accord? C'est des modèles qui existent. Et donc, il a l'aptitude de générer un signal à partir de son histoire. D'accord? Alors, pour être dans la situation, ici, nous avons le patient qu'on peut le faire porter un casque. Je dirais avant, c'était très désagréable d'avoir des casques. Maintenant, le développement a permis de faire des patchs qui sont de petite taille et qui sont bien acceptables. Mais là, j'ai choisi d'être dans le grandiose pour essayer de faire passer l'information. Et puis, chaque position va donner un signal. Et puis, pour chaque patient, selon la zone épileptogène, il y a 4 électrodes ou 6 électrodes ou 9 électrodes qui sont les plus réactifs, qui réagissent plus à la crise. D'accord? Et là, pour le moment, on n'a pas automatisé ça, puisqu'on s'est dit que le patient il est connu et qu'un neurologue il va nous dire pour ce patient, ces 4 dérivations, ce sont les plus intéressantes. Et là, on s'intéresse seulement aux dérivations les plus importantes. Les dérivations sont de D dérivations, et puis il y a l'instant 1 de AN, c'est-à-dire que c'est une matrice à la fin. Là, on présente sous forme de matrice, c'est-à-dire dont le nombre de colonnes, c'est le nombre d'électrodes choisis, et le 1 à n, c'est le nombre d'instants. Cette matrice va nous permettre de calculer un indice de stabilité. Mais pour y aboutir, nous commençons par utiliser le modèle autorégressif multivarié, qui a un ordre, et que cet ordre peut varier d'un patient à un autre. D'accord? Et puis, on réécrit, on cherche l'ordre optimal qui nous permettrait de bien caractériser la décharge électrique chez ce patient. C'est les électrodes. En principe, le maximum, c'est 19 électrodes. Mais nous, on choisit les électrodes les plus pertinentes. Et comment on les choisit? C'est-à-dire, généralement, on travaille entre 4 et 9 électrodes. D'accord? Sinon, ça nous pose... Il y a beaucoup de problèmes mathématiques derrière. Hein. Et après, je peux en discuter. Parce qu'en fait, quand on travaille avec des matrices carrées, c'est plus facile. Surtout si on programme sous Python ou sous autre chose. Mais si on va sous MATLAB, il y a beaucoup de box derrière qu'on n'arrive pas à maîtriser. C'est un problème qui, pour le moment, on se contente de faire des matrices carrées avec une fiabilité intéressante. Donc, alors, on commence par regarder quel est l'ordre P qui permettrait d'avoir la meilleure optimisation du résultat. Et là, on utilise un critère d'optimisation, le critère bayésien de Schwartz. Donc là, on regarde que pour ce patient-là, c'est le P de 25, et pour le patient, là, il est 16. Tout cela, c'est en off. Parce que le patient, vraiment, quand vous voyez les familles, ils sont prêts à faire
tout, parce que vraiment, c'est une maladie qui est très difficile à vivre. Donc, ils sont prêts à nous suivre dans nos explorations. Alors, voilà, il y a quelques calculs numériques derrière pour réduire les erreurs d'optimisation de la matrice AVAR, etc. Et on génère des matrices de transition. Je vais, voilà. Donc là, deux exemples, soit qu'on travaille avec 4 électrodes, si le médecin neurologue décide que ces 4 électrodes sont les plus importants, on aura cette matrice alors, d'accord? Un instant, une ligne, ici 4 électrodes. Si les 6 électrodes, voilà, si on est sous MATLAB, il y a la résolution, elle est simple, mais si sous Python, on ajoute des matrices d'identité ou bien des 1 pour essayer de retrouver le contexte carré. Alors, cela nous amène à faire le calcul de l'indice de stabilité. Ça veut dire on regarde le système quand est-ce qu'il est stable. Alors, l'exemple, c'est d'essayer de transformer les matrices de transition pour essayer de trouver une relation avec le vecteur initial. Donc, si on a la matrice A1, alors on va la diagonaliser. On va la rendre carrée premièrement en ajoutant des matrices d'identité des zéros pour la rendre carrée. Et après, elle va être diagonalisable pour calculer les valeurs propres. Alors voilà, ces valeurs propres. Là, la première hypothèse, on a dit que le maximum de la valeur lambda, valeur propre de cette ligne, c'est celui qui caractérise le mieux l'indice de stabilité et qui renseigne mieux sur l'activité électrique générée soit avant ou après la crise. Pour cela, on a fait des calculs et des essais sur différents malades et sur aussi des modèles. Alors, on a montré que chez les sujets normaux, la valeur de cet indice de stabilité qui correspond au lambda, valeur propre maximale de cette matrice, est toujours inférieure à 1. D'accord? Et là, on a commencé à vérifier pour les régions intercritiques entre deux crises et les régions avant la crise. On remarque que cet indice de stabilité augmente et il dépasse à un certain moment la valeur de 1. Et on a pris alors, on est allé sur la réalité de terrain et on a pris des enregistrements chez des patients et on a montré que, par exemple, là, le début de crise, il est clair pour l'œil des cliniciens, il est à 1015 secondes après le début de l'enregistrement et qu'avec l'indice de stabilité, on remarque que le dépassement de la valeur 1 se fait à la valeur 805 secondes. Ça veut dire que pour ce patient, nous avons l'aptitude de détecter, de prédire la crise 200 secondes avant. 200 secondes, c'est à peu près 3 minutes, c'est 3 minutes 56, ce qui est excellent. D'accord? Et d'ailleurs, par rapport aux travaux actuels qui se basent sur la théorie du chaos, sur d'autres choses, je pense qu'on se place bien et même meilleur parce que nous, on donne des valeurs qui sont répétitives et certaines. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'on va détecter à 3,56, mais à 100% des crises, parce que ces patients, il y en a quelques-uns qui développent des crises même 2 fois par jour. D'accord? Et là, on est en train d'analyser ça et maintenant, on est en train de prendre de recul, de faire un peu de l'accordion, c'est-à-dire qu'on travaille sur une granularité temporelle différente, c'est-à-dire on ne va pas se contenter de 2 heures, on regarde 24 heures pour associer la chronobiologie. Parce que je ne sais pas si vous avez une idée un peu sur la chronopharmacologie, c'est-à-dire que le comportement humain varie selon les 24 heures. Et on remarque par exemple que maintenant, à 6 heures du matin, c'est le moment le plus probable de faire une crise et que c'est à 17 heures que ces patients, en général, ils font des crises. D'accord? Ça veut dire qu'on est en train de cette probabilité essayer d'injecter d'autres informations, mais je continue parce que ce n'est pas aujourd'hui que je vais présenter tout ça. Pour ce deuxième patient, vous remarquez que nous avons 2 crises et voilà, la moyenne pour la première crise, c'est 2,15 minutes, la deuxième, c'est 54 secondes avec une certitude de 100%. Alors, voici un ensemble de patients parce que pour publier, vous savez, on est obligé de passer par des patients publics.
Et nous, on travaille avec c'est une étude multicentrique avec le service de neurologie de Monastir et le service de neurologie de Marseille. Ils sont tous les deux demandeurs. Et comme on a aussi fiabilisé cette application sur notre plateforme, donc on est en train de la proposer à d'autres services de neurologie pour optimiser et valider mieux nos concepts. Mais ici, on a travaillé ces résultats que je vais présenter sur une base de données publique, d'accord, pour qu'on puisse se comparer avec les gens, qu'est-ce qu'ils ont comme résultat. Voilà, ça c'est qu'est-ce qu'ils disent les neurologues, c'est-à-dire quels sont les électrodes qui, pour chaque patient, renseignent mieux la crise. Et puis, nous avons ici le délai qu'on a obtenu pour chaque patient. Je ne suis pas de mon principe, je n'aime pas faire les moyennes. D'ailleurs, ce n'est pas important de faire le moyenne ici. Il faut prendre chaque patient tout seul. Il y a des patients qui ont réussi 20 minutes. 20 minutes. Il y a d'autres qui ont réussi 20 secondes. Il faut essayer de changer l'algorithme ou bien l'architecture. Je ne vais pas me contenter du fait que ce patient-là, il a 20 secondes seulement, donc sa chance, elle est moindrie par rapport aux autres, puisqu'il va être mieux pris il ne sera pas bien pris en charge parce qu'il développe la prédiction, elle n'est pas très bonne. Donc, permettez-moi ici seulement de donner un résultat moyennant comme tout le monde, mais je ne suis pas d'accord sur ce résultat. Donc, l'exactitude moyenne, comme j'ai dit, il est à peu près de 100%. Il y a 2,2% qu'il faut essayer de le réduire. Ça, c'est primordial. Il ne faut pas faire des échecs ici, d'accord? Et puis, nous avons un délai moyen pour l'ensemble de 237,21 secondes. C'est pour ça, j'ai dit, elle n'a pas de sens. J'en conviens si on veut, Rida, mettre l'accent sur l'importance de la statistique. Mais moi, je suis contre la statistique ici. Mais je vais ajouter ça pour la prochaine si on m'invite. Donc, pour moi, il faut regarder chaque patient à part, c'est la personnalisation. Donc, cela a été publié 2 ou 3 fois par notre doctorante Inès Lastelli. Après, on s'est dit, parce que nos discussions avec les gens de neurologie ou bien avec les gens d'exploration fonctionnelle aussi, avec qui nous avons des données, et on regarde quand est-ce qu'on aura le 100%. Quand on a le 100% avant la crise, on dit c'est le temps de prédiction optimale avant la crise à 100% de réussite. Et on arrête l'architecture et la présentation des résultats. Alors, rapidement, voilà, c'était publié aussi. Voilà, j'ai remis notre contrat au départ. Donc, on est bien avancé dans ce type d'approche. On est en train vers le stimulus maintenant. Alors, qu'est-ce que... Voilà. Comme conclusion, ce n'est pas une conclusion qui est très lourde. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pour nous, on a fait des priorités. On vous a présenté les résultats là où on se considère un peu avancé par rapport aux autres, pour ne pas dire autre chose. Mais il y a beaucoup de collègues dans notre groupe qui développent des algorithmes pour les maladies chroniques. Parce que parfois, quand on discute avec nos collègues, ils disent, vous laissez les 70% des malades qui sont les malades chroniques et vous vous intéressez à des populations qui sont très particulières dans leur pathologie. Mais je leur dis, on va faire les maladies chroniques. Donc maintenant, on a ouvert la plateforme pour avoir des acquisitions d'impédance thoracique, pour prévenir les œdèmes pulmonaires, pour éviter... On fait beaucoup de choses avec eux pour les rassurer de notre intérêt aux maladies chroniques. L'Alzheimer aussi, pour nous, c'est un... et d'ailleurs, je ne donne pas un scoop parce que même avec le fond d'œil, on arrive à prédire un peu l'Alzheimer. Donc là, on est en train de confirmer cet état de résultat. CEP, sclérose en plaques, aussi, nous proposons un modèle qui permet de prédire la sévérité et l'évolution de la maladie sclérose en plaques, qui est une maladie qui est très difficile à prendre en charge.
Les patients comateux, on s'intéresse aussi en analysant les micro-expressions faciales pour savoir leur réponse à une thérapie, pour regarder. Et en plus, c'était important pour les gens, quand il y a seulement 3 lits, il y a 7% qui se présentent, quel est celui qui a plus de chances de s'en sortir, et c'est celui-là qu'on devrait lui donner le lit. Et puis, la douleur. La douleur, c'est vraiment, je vous invite à vous intéresser, c'est un problème du siècle. Et là, ça sera intéressant d'avoir de l'IA pour la douleur et pour cartographier est-ce qu'il y a nécessité de prendre des médicaments ou non si la douleur elle est intense. Je terminerai par dire 2 mots, la médecine personnalisée. Moi, je crois fortement. La médecine de précision, je pense que c'est une mode qui va partir d'ici une année, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la génétique, qui croient à ça à 100%. Et puis le terme partage, je l'ai mis en rouge. Et la médecine sensible à tous et préventive, c'est notre espoir. Et l'espoir est très important pour nous. Voici, je termine avec cette diapositive pour dire nos ressources sont dans nos ancêtres. Et puis, le travail ensemble, ça nous donne le plus de force et plus d'espoir. Merci pour votre attention. Merci, c'est un plaisir. Questions à répondre anonyme. Pour poser tout de suite des questions. Pas de- La première question, c'est pour utiliser les datasets. Quelques secondes. Donc, nos belles réussites, c'est dans nos datasets privés. Mais une dataset privée nécessite une projection, c'est-à-dire que les 2 ou les 3 datasets qu'on a réussi à avoir beaucoup d'entrées, c'est celles qu'on a commencé à collecter depuis 2017. Mais il faut commencer un jour, d'accord? Parce que c'est très difficile d'avoir des patientes qui ont bénéficié de mammographie en 2017, 2018, 2019. Là, on s'est réunis depuis 5 ans avec un groupe et on s'est dit qu'on va faire cette base de données. Mais quand on publie, généralement, même si nos résultats sont bons sur les banques, sur nos databases privées, on fait appel, si c'est possible, à des datas publiques pour essayer de se positionner. Donc, une autre question. Peut-on récupérer vos datasets? Nos expériences, quand on donne les datasets, sont très mauvaises. Mais par contre, non. لا. Oui, moi. Mais maintenant, on est dans une politique de rédaction de conventions particulières. C'est-à-dire, on fait des conventions, on met les points sur le i pour qu'on protège. Ou d'ailleurs, le fait, c'est plus nous qu'on est propriétaires des databases, parce que ce sont les centres d'excellence qu'on a créés. Et là, des conventions types qu'on a rédigées, et nous sommes ouverts, réellement. Mais ما تمضش. باهي تمضمير باهي ما تمضميش باش يخسر سنه mais ما تمضش. S'il y a des gens qui ont des idées originales, d'ailleurs, c'est moi qui ai mis en rouge le partage. D'accord? Avant, on n'avait rien à partager. Depuis quelque temps, on a quelque chose à partager. Quelques secondes. Est-ce que vous avez intégré Wallahi, je ne suis pas. Je me rappelle du système expert intelligent. Je pense que c'est les logiques floues ou bien c'est moi qui. Très ancien, voilà. Mais si on retrouve dans l'ancienneté des réponses importantes, pourquoi pas? À la limite, si des gens qui. Traversent. Vous avez complètement raison, parce que les crises, c'est vrai, ils sont des décharges aléatoires, mais ils se provoquent par un contexte. D'accord?
Pour le moment, on ne tient pas compte des contextes. Parce que, en fait, nous, on aimerait bien que l'acceptation ergonomique. On ne va pas se dire, il est chez lui, attention, s'il parle avec sa femme, s'il y a plus de risques. Hein? Comme vous avez ici, vous avez fait l'audit, Ouais. qui ont marqué que Ouais. les patients peuvent emporter pendant 24 heures, ou bien pendant un certain moment. Voilà pour- C'est juste d'ajouter ces capteurs nécessaires. Comment on peut voir. Exemple, Enregistrer. respiration, Comment respiration, des respirations, un énervement, un bruit externe, il a vu quelque chose. C'est-à-dire ça va arriver après. Et à un certain moment, peut-être, vous arrivez à définir une signature particulière de cette façon-là. Dire, bon, voilà, dans ce contexte-là, il y a une probabilité pour qu'il y ait une crise. Et dans ce cas-là, bien sûr, ça demande un certain temps de temps. Mais comme vous avez eu le moyen d'aller embarquer l'équipement de même puissance, donc ça peut lier. À un certain moment, vous avez trouvé une corrélation avec d'autres aspects. Et dire, bon, voilà, peut-être c'est général, peut-être particulier. C'est-à-dire que ces patients-là, voilà, s'il se trouve dans ces situations-là, d'accord, il va. Et dans ce cas-là, après vient votre approche. Et quand est-ce exactement et après, donc là, en quelque sorte, ou bien pour lui dire éviter ces conditions-là, ou bien, et s'ils sont passés, vous arrêtez, vous traitez, disons, à faire votre traitement. vous avez complètement raison de soulever ce problème parce que actuellement, dans les salles de visio qui équipent la majorité des services de neuro, on filme le patient pour aussi prédire qu'est-ce que ça peut l'exciter pour développer ces crises. Mais nous, ce qu'on développe, d'ailleurs, je n'ai pas voulu vous embêter encore parce qu'on a des résultats seulement avec le CG maintenant. Ça, c'est un coup monstre, hein, d'accord? Et d'ailleurs, on attend que ce soit publié pour essayer d'en parler. On arrive à voir même avec 27-26 minutes. Ben, vous avez fait les fondations nécessaires pour pouvoir aller plus loin. Plus loin. C'est très important. Oui. Donc, pourquoi je rapporte le CG? Pour vous dire que notre idée est d'alléger le patient, de le laisser un patient normal. Même le fait de lui mettre 2 électrodes, 3 électrodes, je suis gêné. C'est pour cela qu'on est descendu vers le bas et on s'est dit on va mettre un petit gilet avec, pour le moment, 5 électrodes qui ne sont pas lisibles. Et comme ça, le patient, il ne va plus être un patient. Il va être libre, quelqu'un de libre. Et ça, c'est très important, de l'acceptation et pour la qualité de sa vie. Mais votre suggestion, elle est intéressante si on arrive à avoir une information de l'environnement qui nous permettrait de mieux appréhender ces crises. C'est tout ce que vous avez fait, l'essentiel. Vous avez embarqué l'essentiel. On a fait l'essentiel, il y a beaucoup de travail. Hein. C'est pour cela que nous, on partage. Réellement, on partage. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut venir taper avec les marteaux avec nous, réellement, on partage. Merci. Merci pour vous. Ah, c'est pour moi? Il n'y a pas de problème. La mammographie, généralement, intrinsèquement, c'est noir et blanc. Je ne sais pas s'il y a... Oui, oui. Mais il y a des travaux maintenant sur l'échographie. D'accord? Et que l'échographe, il s'appuie aussi sur l'image couleur. Et c'est des échographes qui sont assez intéressants. Alors que la mammographie, maintenant, elle devient accessible et pas chère. Avec 12 000 dinars, on peut avoir un mammographe portatif. D'ailleurs, on est dans une démarche d'acquisition d'un mammographe classique pour le porter dans un bus. On a un bus qui fait le tour des régions et qui propose de faire des mammographies pour les patientes à risque. Mais pour l'imagerie couleur, on peut apporter de nouveau cette composante, c'est la couleur réelle. Attends, c'est pas la couleur artificielle. Je peux transformer cette image en couleur, mais ce qui nous intéresse, c'est la composante réelle de la couleur, parce que l'échographie, si on veut l'échographie Doppler pour le son, tout ce qui est rouge, c'est des artères. Ah,
Tout ce qui est rouge, c'est des artères, tout ce qui est bleu, c'est veine. Ça veut dire que la couleur a un sens physiologique. Et là, on peut se dire, on va en s'intéresser. Ça sera intéressant. Et surtout, l'échographie, elle est... moi, j'aime bien parce qu'elle n'est pas irradiante et elle est accessible. Dans le même. Oui, d'ailleurs, dans nos approches, vous avez complètement raison. Dans nos approches, par exemple, pour l'imagerie fond d'œil, on démontre qu'on prend la composante verte qui est la plus riche en informations. Parfois, on est prêt à réduire la composante d'une image en intensité de gris pour mieux appréhender le contenu. Vous avez complètement raison. Vous avez complètement raison. On aime bien les experts. Alors, l'Alzheimer, nous, notre stratégie, c'est de dire que nous sommes dans une médecine d'opportunité. Qu'est-ce que ça veut dire? Et d'ailleurs, je n'ai pas présenté d'autres applications. Quelqu'un qui vient pour une exploration, disons, d'un traumatisme crânien et qui va faire une IRM, on lui fait en même temps une acquisition pour renseigner son Alzheimer. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la médecine opportuniste. D'accord? S'il n'a rien, on ne lui dit rien, quoi. On ne va pas ni injecter de produits, ni rien, mais on va rallonger un peu le temps de l'image. Donc, s'il a un problème de probabilité, on lui dit, attention, il faut que vous consultez chaque 2 ans, 3 ans, etc. IRL, par exemple, on en profite pour reconstruire en 3D hippocampes qui nous pourraient être un indice. On a fait la même chose en prenant des images IRL et en comparant le volume gauche-droite, on a pu se dire que ça, c'est un foyer épileptogène, donc il faut faire attention aussi en l'associant à l'épilepsie, par exemple. Pour compléter un peu, l'hippocampe, c'est une structure de 3 cm sur 2 qui est juste à côté du ventricule cérébral et qui est en double à droite et à gauche. Et que cet hippocampe, vraiment, il contient, je ne sais pas pour l'ordinateur, qu'est-ce que vous allez l'appeler, il contient tout. Il contient 4 régions qui sont responsables de la mémoire, des maladies Alzheimer, crise. Donc, madame, elle dit que aussi, en même temps, on est en train de prendre l'hippocampe droit et gauche pour regarder est-ce qu'il y a surtout une différence volumique. Quand on, une asymétrie volumique. Là, c'est la réponse. La réponse, elle est dans l'objectif, puisqu'il y a des gens qui sont pharmacorésistants. Même si vous donnez des médicaments, ils vont faire des crises. C'est pour ça qu'on développe. Mais à la question, quand le patient il répond à des molécules existantes, ça veut dire que ça va. Ça devient une maladie curable, classique. C'est pas même un handicap. L'handicap, c'est quand il n'y a pas de médicaments et qu'il n'y a pas possibilité de prendre en charge. Merci. Je pense Hello. Merci. Sure.